Bonjour! Ça fait quelque chose comme une année que je n'ai pas fait de vidéo pour YouTube. J'ai plutôt fait des vidéos que j'ai mis sur Instagram, mais j'ai surtout fait ma sculpture. J'ai surtout fait ma sculpture depuis une année. Et là j'avais cette idée en tête. Je sais pas pourquoi celle-là, mais je voulais vous partager cette idée. C'est surtout pour moi, pour peut-être qu'elle passe à un autre stade, le fait de le dire à des gens. Ça fait passer l'idée sous une autre forme, et le fait de le mettre à la caméra et peut-être de le diffuser plus tard, ça fait encore passer cette idée sous une autre forme. Peut-être que ça l'assimile, ça fait que c'est plus une idée en activité, c'est une idée qui est assimilée. Je peux passer à autre chose peut-être. C'est une chose que je dis depuis une année ou deux à quelques personnes. Quand on me pose des questions sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur YouTube, il y a cette notion d'abonnés. J'ai un nombre d'abonnés. Donc je suis quelqu'un et j'ai un nombre d'abonnés. Eh bien ça c'est une erreur. C'est une erreur de langage. Enfin elle est voulue, hein, mais c'est quelque chose de faux. C'est que c'est pas moi qui ai des abonnés. Moi j'ai pas d'abonnés, c'est surtout YouTube qui a des abonnés. Vous n'êtes pas mes abonnés. Vous êtes les abonnés à YouTube. Et sur Instagram, les gens ne sont pas abonnés à moi, ils sont abonnés à Instagram. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que le comportement qui est inscrit dans le cerveau des gens, c'est pas de venir me voir. C'est pas quand ils sont aux toilettes, ah je vais aller voir François Montou. Le comportement qui est inscrit, c'est je vais ouvrir Instagram ou je vais regarder sur YouTube. Ah c'est le soir, je sais pas quoi faire, je vais regarder YouTube. Et puis on consomme ce qui est présent sur YouTube. Donc ça c'est une chose que je dis depuis quelques temps. Et j'ai entendu un économiste grec qui parlait, qui utilisait des mots. Je vais remployer ces mots, mais je vais vous dire en quoi je trouve qu'ils sont faux et en quoi ils sont intéressants. C'est tout de même intéressant puisque je vous en parle. Hein. En gros, vous êtes des navets. Si vous êtes mes abonnés, vous êtes des navets. Et moi, je ne suis pas le propriétaire de ces navets. Moi, je suis un cerf qui exploite ces navets. Et en gros, cet économiste grec, il dit que le capitalisme est doucement en train de reglisser vers une forme féodale. Ce que je trouve faux en partie, parce que moi, je donne beaucoup d'importance au féodalisme pour plein d'aspects. Mais c'est vrai qu'il y a certains aspects où je comprends. En gros, Instagram possède des cerveaux humains, des abonnés, des gens qui ont le mécanisme d'ouvrir Instagram tous les X temps, ou YouTube, tous les X temps. Et donc il a une sorte de propriété sur des esprits humains, et il a besoin de cerfs pour s'occuper de ces esprits. Il a besoin de cerfs, donc en gros de gens qui travaillent cette propriété pour la rendre lucrative. C'est-à-dire que moi, quand je fais des vidéos comme ça dans la nature et que je les mets sur YouTube, YouTube possède des addictions finalement, possède des humains qui sont addicts à ouvrir ce réseau, et il a besoin d'autres êtres humains pour entretenir cette addiction. Eh bien, le créateur de contenu est en fait un cerf, au sens quelque part le plus négatif. Il donnait un autre exemple, cet économiste qui est très intéressant, c'est il y a 30 ans, quand on produisait quelque chose d'un peu de valeur pour quelqu'un d'autre, donc il y a une personne A qui produit un peu de valeur pour quelqu'un qui est la personne B, eh bien, et il n'arrive pas à exploiter cette valeur, donc il la produit pour un autre qui lui arrive à l'exploiter. Eh bien, le mécanisme d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 10 ans peut-être encore, et qui est encore présent hein, en grande partie dans la société, c'est que la personne B va récompenser d'un peu de la valeur qu'il va réussir à produire avec ce travail. Et ça s'appelle le salariat. Donc, la personne A produit une valeur, la personne B sait exploiter cette valeur et lui redonne un peu du fruit de cette exploitation. Donc c'est un système de salariat. Eh bien, vous voyez que dans l'exemple de YouTube ou d'Instagram, c'est plus du tout ça qui est fait. Ce qui est fait, c'est que personne A produit des choses, personne B, donc Instagram, sait l'exploiter et ne redonne rien. Et juste dit comme ça, ça veut simplement dire que voilà, on se fait exploiter quand on va sur ces plateformes. Et on pourrait dire, il suffit de ne pas y aller pour ne pas souffrir de cela. Mais en fait, ça ne suffit pas comme réflexion. Parce que même si vous n'êtes pas présent sur ces plateformes, même si vous ne consommez rien, ce qui n'est pas le cas, parce que là, vous me voyez très certainement au travers d'une de ces plateformes, même si vous n'êtes pas du tout lié à cela, l'économie de tout le pays, la production de valeur de l'ensemble de la Suisse ou de l'ensemble de la France,
il y a une certaine quantité de valeur produite par l'activité humaine. L'activité humaine produit des choses de valeur et ça forme un ensemble. Et bien une part de plus en plus grande de cet ensemble part vers Instagram ou YouTube. C'est des millions d'heures de travail, c'est des millions et des millions d'heures de travail qui part vers YouTube, qui ne renvoie pas d'argent à la personne qui a produit. Et donc pour le cas de la Suisse ou de YouTube, eh bien il y a des millions d'heures de travail qui représentent un pourcentage de l'économie globale du pays qui disparaît. C'est des tâches qui auraient peut-être, dans un modèle ancien, pu apporter beaucoup plus de valeur au pays, à l'économie du pays. Et donc il y a comme ça une fuite. Est-ce que ce travail représente 5% de l'activité humaine, 10%, je ne sais pas. Là je donne des chiffres, mais j'en sais rien, peut-être qu'on en est à 20%, je ne sais pas. Quelle part de l'activité humaine, de l'énergie mentale humaine et de l'activité physique des humains part sur des réseaux qui sont en fait de ce type un peu féodal, c'est-à-dire que c'est un réseau qui exploite des serfs et le seul retour qu'un serf a, c'est le droit d'exploiter sa terre. C'est-à-dire que, je prends mon exemple sur Instagram, j'ai 200 millions de... Non, pas 200 millions, qu'est-ce que je raconte 200 000 abonnés. Eh bien, ces 200 000 en fait, abonnés à Instagram, avant tout, c'est des gens qui ont avant tout l'habitude d'aller sur Instagram. Eh bien, Instagram me dit, toi, serf François Montou, tu as le droit d'exploiter en mon nom ces 200 000 abonnés. Tiens, en mon nom, exploite ces 200 000 abonnés. Mais c'est Instagram qui possède les terres et qui possède le fruit du travail. Et la seule récompense que moi j'ai en tant que serf, c'est le droit d'exploiter cette terre. C'est le droit d'être sur cette terre, de l'exploiter au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur Instagram. Donc voyez en quoi cet exemple que les réseaux sociaux, en tout cas du type Instagram, mais presque tous, ont quelque chose de l'ordre du modèle de servitude. Là où j'aime pas trop cette allégorie ou ce parallèle, c'est qu'en réalité, il y a énormément de points positifs dans la féodalité qu'on ne retrouve pas du tout dans Instagram. Donc là, c'est typique d'un économiste, certainement de gauche ou d'extrême gauche, qui considère la féodalité comme très négative et qui donc, évidemment, du coup, reconnaît ces traits négatifs. Et effectivement, le fait qu'on ne bénéficie pas directement du fruit de son travail quand on est un serf, c'est un aspect négatif de la féodalité. En tout cas, quand on est un être humain qui a envie de bénéficier du fruit de son travail, c'est un aspect négatif. En revanche, là où il n'y a pas les aspects positifs qu'on pourrait voir à la féodalité, c'est que Instagram n'est pas une personne physique proche de moi. Ce qui était le cas d'un petit seigneur féodal. En gros, on a affaire à une féodalité gigantesquissime avec des intermédiaires intellectuels, moraux, numériques de partout. Du coup, on perd ce qui pour moi étaient les grands avantages de la féodalité, c'est l'aspect physique. C'est que la personne qui rend la justice, qui possède la terre et qui tente de faire fructifier le fruit de ton travail, eh bien c'est une personne qui est là physiquement. C'est un seigneur qui est présent, qui est ici. Il y a un aspect physique. Eh ben je sais et j'ai fini par remarquer que personne ne comprend en quoi, ou presque personne, peut-être que vous comprenez, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous, en quoi je suis terrifié par les personnes morales, par le fait qu'il y ait des intermédiaires imaginaires, intellectuels dans le pouvoir. Et donc peu de monde comprennent en quoi, moi je trouve, le fait qu'un seigneur, même s'il a un pouvoir bien plus autoritaire, bien plus grand, le fait qu'il soit physiquement présent et physiquement réel, en fait c'est une personne réelle, moi je trouve ça beaucoup plus sain. Je trouve ça beaucoup plus sain, et c'est vrai que force est de constater, à force d'en parler avec les gens, que les gens ne comprennent pas. Les gens n'ont pas cette terreur que moi j'ai du système abstrait. Une abstraction qui se met à gouverner mon existence concrète. Moi je trouve ça terrifiant. L'État, voilà, l'État abstrait qui est une somme de procédures, de procès-verbaux, de lois, de fonctionnaires remplaçables les uns par les autres. Enfin, une forme abstraite comme ça, moi, ça me terrifie. Bon, évidemment, cette vidéo aura un propos très décousu. Cette vidéo aura un propos très décousu. Et en fait, cette forme de pouvoir est intéressante
déjà parce qu'elle me concerne directement, mais parce qu'elle concerne de plus en plus l'intégralité de la société. Est-ce qu'on va petit à petit vers un monde où on est globalement beaucoup plus pauvre, parce qu'en fait une très grande partie de notre activité est absorbée par des entités extrêmement lointaines de nous. Instagram est extrêmement lointain, et vous voyez, c'est en ça que je trouve que le parallèle avec la féodalité ne marche pas, parce que pour moi, un des aspects importants de la féodalité, c'est la proximité. C'est que par le fractionnement féodal, le fractionnement qu'un grand seigneur est obligé de fractionner son domaine en plus petits morceaux qui donnent à des plus petits seigneurs qui, eux, s'occupent de la terre à un niveau local, ce fractionnement, on ne le retrouve pas du tout dans ce qui arrive. C'est même l'inverse, on trouve un regroupement. Il y a l'activité de millions de gens à travers la terre, de cultures différentes, de langues différentes, d'aspirations différentes, qui ont un terroir différent. Eh bien, une partie de leur activité part chez le même seigneur, le seigneur Instagram ou le seigneur YouTube. Et effectivement, quand on contribue à créer des informations pour Google Maps ou pour YouTube ou pour je ne sais quel organe de centralisation de l'information et qu'on y contribue gratuitement, eh bien en fait oui, il y a une part de notre travail qui est absorbée par une entité lointaine. Est-ce qu'on va vers de plus en plus de ça? Est-ce que les services qu'on a en retour en valent la peine? Ça, je suis pas sûr. Ah Sirius, qu'est-ce que t'en penses? Bon, j'ai envie de m'excuser pour le temps que je vous ai pris, alors qu'en fait ça fait bientôt une année que je vous ai pas mis de vidéo. Donc peut-être que vous êtes juste contente de m'entendre réfléchir. Et effectivement, Instagram est un endroit où il n'y a pas de place à la réflexion. C'est-à-dire que je peux très difficilement me montrer en train de réfléchir, parce qu'en réalité là je suis encore en train de réfléchir sur cette question. Je réfléchis en face de vous, enfin en face de l'œil numérique que je donnerai gratuitement. En face de, ouais, je donnerai gratuitement ça à un seigneur numérique, moi petit cerf numérique. Et voyez, même l'allocation des abonnés. Les gens disent j'ai gagné des abonnés. Ah, je gagne des abonnés. Non, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que vous prouvez à votre seigneur que vous pouvez entretenir plus d'abonnés. Et donc votre seigneur vous en donne plus. C'est ça qui se passe. Vous ne gagnez pas des abonnés. Les abonnés sont déjà là. C'est-à-dire que les gens qui ont le comportement d'ouvrir Instagram, ils sont tous déjà là. Ils sont au Seigneur. Ils appartiennent au Seigneur. Et le Seigneur gère ses terres. Il alloue de manière bien plus... bien différente en fait de la féodalité médiévale. Et en ça, de nouveau, il y a quelque chose qui ne ressemble pas à la féodalité médiévale. Dans la féodalité médiévale, il y a beaucoup une question de contrat entre des lignées. Le seigneur est une lignée en réalité, il n'est pas un individu. Il est lui chef de sa lignée et quand il mourra, son fils aîné deviendra chef de sa lignée. Dans les systèmes, en général en Europe c'est ça, c'est la primogéniture. Il y a beaucoup d'autres systèmes, hein, des systèmes où il y a un mode électif entre les fils, où il y a le partage salique, ça il est aussi assez connu, notamment au tout début du Moyen-Âge. Le partage salique, c'est que tous les fils héritent d'une partie. Bref, je ne vais pas commencer à reparler de Moyen-Âge, de haut Moyen-Âge, mais quand Instagram possède plein de gens qui ont le comportement d'ouvrir cette plateforme, ça c'est ses terres, c'est les terres d'Instagram on pourrait considérer, eh bien ces terres, il les alloue à des cerfs, et les cerfs exploitent ces terres. Mais dès qu'un cerf exploite un peu moins bien la terre, eh bien petit à petit, il fait en sorte que moins de gens aient regardé ce que cette personne fait. Et donc en fait, il diminue la quantité de radis dont s'occupe... Vous êtes des radis finalement. La quantité de radis dont s'occupe ce cerf est diminuée. Et inversement, quand Instagram détecte, donc quand le seigneur voit qu'un cerf a la capacité d'entretenir plus de radis, il lui donne plus de radis à entretenir. Mais il lui donne pas plus de radis. Il lui donne plus de radis à entretenir. C'est-à-dire que la valeur issue du radis retourne vers Instagram. La valeur issue du radis retourne vers le Seigneur. Et donc, quand quelqu'un dit « Ah, j'ai obtenu plus d'abonnés » ou « J'ai plus d'abonnés que toi » ou tous ces trucs qu'on peut entendre dans la sphère du monde des réseaux sociaux, eh bien en fait, c'est pas que j'ai plus d'abonnés. C'est que Instagram a estimé que j'avais une plus grande capacité à
cultiver les navets pour lui. Et donc il pouvait plus tirer de revenus s'il m'envoyait plus de navets à cultiver. Et donc en réalité, c'est, vous voyez, ce jeu, c'est pas... oui, enfin bref, vous avez compris. Et du coup, d'où une différence, de nouveau, avec un système... C'est vrai que ça ressemble du coup à un système féodal, mais une différence avec le système féodal de l'époque du Moyen-Âge, c'est que ici, il n'y a aucune assurance, tout est extrêmement fluide. Il y a une fluidité énorme, voilà. Une différence énorme de fluidité. Je pourrais dire les deux plus grosses différences, c'est que le système féodal du Moyen-Âge est extrêmement peu fluide et il est extrêmement localisé. Il est physique, il y a quelque chose de physique, il y a un humain physique qui est là, qui rend la justice, qui est l'humain qui protège les terres et qui rend la justice et qui bénéficie du travail des serfs, du surplus de travail des serfs, etc. Et du coup, il y a aussi une responsabilité du Seigneur à te redonner de la nourriture pour pas que tu meurs. Parce que sinon, après, il n'a plus assez de serfs. Mais évidemment, dans le cas d'un seigneur qui devient gigantesquissime, qui a des milliards de serfs, évidemment, qui commence à en avoir rien à faire, il peut tous les remplacer par d'autres serfs. Et donc, le serf perd son statut. Quand un seigneur a 3 serfs pour exploiter ses 10 km², évidemment, les serfs ont un statut très grand, parce qu'en fait, le seigneur a besoin des serfs. Et donc il y a une proximité, un lien très fort. Donc du coup c'est peut-être simplement lié à une surpopulation, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, dans un système féodal où on peut avoir de la petite seigneurie, du coup avec de la petite servitude qui est associée, il y a une proximité et il y a une absence de fluidité. L'absence de fluidité, elle vient d'où? Elle vient du fait que c'est beaucoup des contrats de lignée, c'est-à-dire que le seigneur a une lignée, donc a priori dans 100 ans, même si le seigneur est mort, eh bien il y a encore un seigneur, c'est son fils, ou son petit-fils, ou son arrière-petit-fils. C'est voilà, des logiques de lignée, donc ça peut tenir sur des centaines d'années. Et les terres aussi, le seigneur il donne, par exemple, cette terre qui est à proximité du marais, là je la donne à la famille Montou. Voilà, la famille Montou exploitera cette terre. Eh bien, ce n'est pas un contrat d'individu à individu, c'est un contrat de lignée à lignée. C'est-à-dire que ma lignée du seigneur, on va dire d'Olaire, le seigneur d'Olaire donne à la lignée Montou, enfin la lignée d'Olaire donne à la lignée Montou l'exploitation de cette terre. Ce qui veut dire que quand ce serf obtient ce peu de droit qui est le droit d'exploiter cette terre au nom du seigneur, il obtient aussi une garantie que sur plusieurs générations, il y aura cette terre qui fournira une ressource pour lui et dont il donnera le bénéfice au seigneur. Et puis il faut regarder les taux de taxes au Moyen-Âge. Souvent ils sont extrêmement bas. Évidemment ça peut dépendre et le Moyen-Âge est très complexe avec énormément de petits seigneurs qui ont des façons différentes. Mais d'après ce que j'ai pu voir, le taux d'imposition au Moyen-Âge était finalement assez bas. Mais effectivement, les serfs ne possédaient pas leurs terres. En revanche, ils possédaient une garantie de lignée, c'est-à-dire que leur lignée exploitera cette terre. Ce qui crée un modèle qui est peu changeant et donc peu fluide. Et c'est pour ça qu'on peut se retrouver avec des moments où sur 200, 300 ans, 400 ans, c'est le même seigneur, donc la même lignée, qui a la même lignée de serfs en fait. C'est la même lignée de serfs et la même lignée de seigneurs sur les mêmes terres. Et donc il y a comme ça une stabilité énorme, ce qui fait que le Moyen-Âge a duré aussi longtemps, très certainement. Ça produisait une stabilité très grande. En revanche, Instagram peut à tout moment faire glisser les navets d'un cerf à l'autre. Les navets sont extrêmement fluides. Il y a une fluidité du navet, il y a plus ce lien au fait que pendant le Moyen-Âge, le navet poussait sur cette terre-là et qu'il y avait un type qui vivait là. C'est lui qui arrachait ce navet. Maintenant, on a affaire à quelque chose d'extrêmement fluide qui est l'attention finalement. C'est un féodalisme de l'attention. Et la tension, étant donné que c'est quelque chose d'extrêmement fluide, eh bien, ça peut se délocaliser dans tous les sens, ça peut glisser. Vous qui êtes en Corse ou en Bretagne, vous pouvez donner votre attention à quelqu'un qui est aux États-Unis ou en Norvège, et ça peut glisser comme ça dans tous les sens. Et donc, on peut faire quelque chose qui est à extrêmement grande échelle et qui est extrêmement abstrait. Et donc, voilà plein de... Comme je vous l'ai dit, c'est une réflexion qui est en cours, qui n'est pas que personnelle, évidemment, parce qu'elle
elle traite de sujets qui sont... ouais. En tout cas, je dois vous dire qu'à titre personnel, je ne sais pas trop quoi faire des navets que le Seigneur Instagram m'a donné. C'est-à-dire que le Seigneur Instagram me dit « Ah tiens, prends les navets, cultive-les » Et visiblement, la plupart des serfs numériques se disent « Ah, oh, incroyable, j'ai plein de navets, grande fortune à moi, merci Seigneur !» Et ben moi, je dois dire que voilà, le Seigneur Instagram me donne des navets en plus. Bon, d'accord, ok. Bon, voilà des navets, tiens. On sait pas trop quoi en faire, je vois pas trop... En fait, je vois pas trop à quoi ça me sert. A priori, plein de gens semblent dire que c'est incroyable et que c'est génial d'avoir plein d'abonnés, d'avoir plein de vues. Mais je sais pas trop, parce que moi, dans le monde physique, ça ne me change rien. Et d'ailleurs, ça change moralement. Je remarque des interactions un peu modifiées par le statut moral que Instagram crée, que le Seigneur Instagram crée. En fait, le Seigneur Instagram essaye de donner de la valeur à ses navets, qui ont très peu de valeur pour un cerf, mais qui ont un peu de valeur pour lui. Et vu que les cerfs travaillent gratuitement, bah c'est énorme quoi. T'as des gens qui travaillent gratuitement, qui te fournissent un peu de valeur, et c'est gratuit. Donc c'est gigantesque pour Instagram. Enfin, c'est incroyable. Mais moi, je vois pas la valeur que j'arrive à tirer de ces navets. C'est-à-dire que... Bah, c'est-à-dire que c'est un peu le cas d'un cerf féodal qui exploite les terres du Seigneur, mais qui ne mange même pas le fruit de son exploitation. Je vois pas... Donc oui, bah là, on pourra dire, il faut que tu trouves un moyen d'exploiter par toi-même les navets. Je sais pas trop. Ouais. Voilà les réflexions. Voilà les réflexions. Bah pour être avec des termes moins dans cette abstraction qui est une sorte de féodalité numérique. J'ai fait des vidéos qui ont fait, j'en ai une notamment qui a fait 24 millions de vues. Donc mon château là en haut qui a été vu 24 millions de fois. J'en ai plusieurs qui ont fait plus de 10 millions et voilà, donc des millions de gens. Donc c'est des secondes d'attention, des cumuls de quelques secondes. D'ailleurs ma vidéo la plus vue, elle cumule 8 ans, je sais plus combien de mois et une vingtaine de jours de visionnage. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un était resté pendant 8 ans à regarder ça. Bon, bah les chiffres rendent content, on est content, ah, des gros chiffres c'est mieux que des petits chiffres. Mais enfin, je sais pas quoi trop en faire, pas trop quoi en faire. Quelque part ça ressemble beaucoup à ce que je pense de la télévision, quand la télévision est venue me filmer. Hormis avoir un espèce de statut qui est purement virtuel, donc le dire, bah là quelque part je vous le dis. Ah, du coup ça... Ah, incroyable, du coup voilà, t'as un statut, t'es passé à la télévision, incroyable, tu as 10 millions de vues. Enfin, c'est purement virtuel, ça, c'est du statut. Ça ne coûte rien. Ça ne me donne rien. C'est gratuit de me donner du statut, en fait. Ah, peut-être que je me trompe, mais quelque part, voilà, c'est un système d'exploitation qui marche sur le fait de redonner quelque chose qui ne coûte rien à produire en échange de quelque chose qui coûte à produire. Bon, quoi qu'il en soit, évidemment, je bénéficie du coup d'un outil qui est une espèce d'outil comme un journal. Voilà, je peux bénéficier d'un outil de communication. C'est ça, en fait, le retour que j'en ai, c'est un outil de communication. J'ai le droit d'utiliser un outil qui me permet de communiquer à plein d'êtres humains en échange du travail que je fournis dans cet outil. Ouais. Et donc c'est à moi de trouver un moyen de tirer un bénéfice de cette communication. Évidemment, j'en tire des petits, comme je vous le dis. Pour moi, à titre interne de ma pensée, ça me fait quelque chose de partager la pensée sur Internet. Ça change. Qu'est-ce que t'as vu? Il y a quelque chose? T'as vu quelque chose, Sirius? Ça me change, donc je l'utilise comme un outil mental en partie. Je l'utilise comme un outil social en partie aussi. Je suis content de rencontrer des gens et de discuter avec des gens via les choses que sont Internet, enfin via les médias sociaux.
Mais peut-être que il faut que je trouve peut-être un moyen de faire des choses plus concrètes. C'était déjà l'acte d'aller faire des sculptures, était déjà une recherche de quelque chose de plus concret. C'est un travail dans le volume, dans la tridimensionnalité physique qui est présente. D'ailleurs, c'est quelque chose que je remarque aussi avec la musique. Vous savez quoi? Je vais vous dire cette chose parce que je ne l'ai jamais entendu nulle part. La musique, les dessins, la littérature, quelque part, ce sont des arts faciles. Je vais vous expliquer dans quel aspect. Ce sont des arts faciles pour une raison, c'est que c'est des arts qu'on peut ranger très facilement, qu'on peut cacher très facilement, qu'on peut... Vous voyez, le dessin, vu que c'est en 2 dimensions, on peut les aplatir, et ça fait un stock de feuilles, mais on peut stocker des milliers de dessins sur un petit volume. La musique, à l'heure actuelle, encore plus avec l'enregistrement numérique, on peut en stocker des millions et des millions et des millions de kilomètres de musique sur une petite clé USB. Donc si on a un téléphone avec un peu de stockage et qu'on chante, on peut chanter des années et des années. On peut chanter des milliers de morceaux de musique. On peut créer énormément. Donc évidemment, ça libère. Donc on peut très facilement stocker énormément de musique, très facilement stocker des dessins, très facilement stocker du texte. Et en fait, du coup, on n'est pas en conflit avec les autres. C'est-à-dire qu'on peut faire de la musique pendant des milliers d'années sans jamais marcher sur l'espace des autres. Donc en fait, c'est gratuit. Et c'est en ça que je dis qu'il y a quelque chose d'un peu facile. C'est pas péjoratif, hein, c'est juste factuel. Hein. Enfin, c'est pas pour dire que c'est mieux de faire des choses dures que des choses faciles, mais c'est facile dans le sens où on ne va pas marcher sur le pied des autres en faisant du texte dans un livre. On peut écrire ses carnets secrets pendant des années et des années et des années, donc on peut créer énormément. Et quelque part, en fait, je sais pas trop comment articuler cette réflexion, mais vous voyez cette image qu'on a du métaverse pour le futur. En gros, que le futur, il y aura tellement d'êtres humains sur Terre qu'on pourra plus marcher dehors, parce qu'en fait, il y aura trop d'êtres humains. Donc on sera tous couchés comme ça, dans une couchette, ou peut-être même en forme de fœtus pour prendre le moins de place possible, avec des câbles qui nous rentrent dans le cerveau, et puis des trucs qui nous bouchent les yeux, et puis on vivra notre vie comme ça en simulateur, et on sera tous comme ça empaquetés sur des étages, et peut-être qu'un futur dystopique ou utopique de l'humanité. Mais vous voyez, la logique qui mène à cette pensée d'un futur dystopique ou utopique, c'est quoi? C'est les ressources. Il n'y a pas assez de ressources, et on est de plus en plus, et on veut quand même donner le plus possible de vie et d'expérience de vie au plus possible d'êtres humains. Donc, on les branche à un outil informatique, on les stocke de plus en plus petits. On peut même imaginer le cas où on nous coupe le crâne, et on nous met nos cerveaux dans des bocaux, et donc on maintient notre vie sous cette forme-là, un maximum de vie humaine. Mais quelque part, la littérature, le dessin, la musique, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Pourquoi c'est déjà ça? Parce que, regardez, c'est la même logique. C'est la logique de, tiens, il faut que ça prenne moins d'espace, que ça demande plus. Il faut faire vivre un maximum d'expérience à ce cerveau en bocal, mais que ça nous prenne le moins de ressources physiques et le moins d'espace. Eh bien, prendre un humain et le faire jouer aux jeux vidéo, c'est déjà ça. Mais prendre un humain et lui faire du dessin, c'est déjà ça aussi. Prendre un humain et lui faire de la littérature ou de la musique, quelque part, c'est déjà ça. Alors que prendre un humain et lui faire de la sculpture, eh ben, en fait, c'est une violence dans l'espace. C'est plus de ressources, quelque part. Donc moi, je me demande si... je sais pas, je me demande, ça fait partie de mes réflexions. En faisant cet acte de faire des sculptures, je me dis, mais non, je ne veux pas être un être purement de données, de chiffres, comme ça, qu'on compacte, Je veux pas qu'on me donne ce qui ne coûte rien. Vous voyez, je crois on est de plus en plus dans un monde où on nous donne des choses qui, intellectuellement, ont obtenu une valeur, mais qui, physiquement, ne valent rien. Et c'est un peu ce que fait le storytelling autour des marques. Une marque qui se vend plus cher parce qu'il y a une image, parce que ouais, il y a quelque chose de moral qui fait qu'elle vaut plus cher, c'est déjà ça. C'est comment amplifier la valeur de quelque chose qui n'a physiquement pas de valeur. Donc c'est passer par le mental, passer par... Ouais.
Bref, tout ça c'est des réflexions en cours qui sont volubiles hein, de toute façon. Mais oui, je crois que l'acte de faire de la sculpture, c'est un acte de réaffirmation de ma présence physique. C'est-à-dire, je ne suis pas qu'une série de chiffres qu'on peut empaqueter dans des disques durs. Ma création, voilà, plutôt je. Parce que on conçoit encore qu'on est des êtres tout encore en volume. Mais mes créations ne sont pas que des suites de chiffres dans des disques durs. Mes créations ne peuvent pas être réduites à ça. Et quelque part, même dans l'espace, mes créations ne peuvent pas être réduites à des successions de plans comme ça, où j'ai modifié les contrastes de couleurs. C'est le dessin, hein, ou la peinture. Et bah ça me fait penser à cette chose que j'ai pensé autour des rouges-gorges. Il y a des rouges-gorges qui sont venus habiter dans ma ville, au printemps surtout, pendant qu'ils faisaient leur nid et qu'ils avaient leurs petits. Donc il y avait des petits rouges-gorges qui piaillaient comme ça, et puis les parents qui allaient chercher à manger, et quand ils me voyaient travailler trop près du nid, eh ben, ils n'osaient pas revenir, alors je m'éloignais, et hop, ils retournaient à leur nid, ils donnaient à manger aux petits, et ils repartaient. Et donc oui, il y avait des rouges-gorges qui vivaient dans ma ville. Eh bien, vous voyez, ces rouges-gorges, ils n'auraient pas pu voir de texte de ma part. Un texte de ma part n'existerait pas pour ces rouges-gorges. Il n'y a pas, a priori, hein, peut-être, j'ignore si ça se trouve, ils savent lire, mais enfin, bon, a priori, ces rouges-gorges, les textes que je peux émettre, ou même les idées philosophiques, vous voyez, que je peux faire, ça n'a aucune existence pour eux. Ça n'existe pas. Leur conscience n'a pas accès à ce que ma conscience a mis dans des textes. Leur conscience a très peu accès à ce que j'ai mis dans un dessin. A priori, peut-être, ils peuvent quand même voir des contrastes de couleurs sur une surface, qui a déjà un peu plus. Mais ma sculpture, leur conscience a pratiquement accès à l'intégralité. Je dis pratiquement parce que dans ma sculpture, il y a une part de littérature. Dans ma sculpture, il y a une part de littérature. Et donc, tu te fais attaquer? Tu te fais attaquer, Sirius? Il y a une part de littérature dans ma sculpture. Et cette part-là, il ne la voit pas. Mon chien ne voit pas qu'il y a un personnage de l'ermite qui représente la solitude. En revanche, une énorme partie de ma sculpture, eh bien, c'est une forme physique qui existe pour l'esprit de mon chien, qui existe pour l'esprit du rouge-gorge, qui est là. Et en plus, les rouges-gorges, ils ont une acuité visuelle assez élevée, et pour pas se biller dans des rochers ou biller dans des arbres, ou pour pouvoir naviguer entre les branches, eh bien, ils ont certainement une mémoire des formes et une acuité visuelle de reconnaissance des formes et des volumes très élevée. Ce qui veut dire que mes rouges-gorges ont très bien vu ma sculpture. Et ça me rend heureux. Je suis heureux. Ma sculpture, qui est en partie le produit de mon être intime, qui s'est mis comme ça, dans cette forme, par l'intermédiaire de mes muscles, qui a laissé une trace, qui est très certainement en partie, et je l'espère, une trace de mon être intime, et a été accessible à l'être intime d'un rouge-gorge qui volait comme ça dans la forêt et qui a fait son nid, à un endroit où mon être intime à moi a modifié la forme. Eh bien ça a une valeur énorme. En tout cas, à titre individuel, je trouve que ça a une valeur énorme. Bah, je crois que c'est une très jolie réflexion finale qui finalise un propos qui a commencé par une lourdeur. Et vous voyez, bah, je vais vous redire une très vieille pensée que j'ai eue, que vous connaissez peut-être déjà. Mais je pense que dans toute réflexion qui prend un certain temps, en tout cas toutes mes réflexions, je ne vais pas dire toutes, dans l'univers, j'en sais rien, comment les autres êtres humains, voire les autres êtres vivants pensent. Bah là, je vais rester plus modeste que ce que j'allais dire. Je remarque très souvent cette suite chronologique d'événements, cette suite symbolique. Les porteurs, quelque chose de lourd, puis quelque chose d'un peu plus violent, puis quelque chose de beaucoup plus léger. Je remarque cette succession symbolique dans une promenade, dans une réflexion ou une discussion. Je la remarque dans un travail. Je la remarque dans ce qui a le plus de valeur. Bref, là c'est un peu flou, obscur, un peu presque biblique, on dirait ce que je dis. Bref, je vous souhaite une bonne existence. Au revoir. Peut-être à dans 10 ans si je ne fais plus de vidéos sur YouTube. Peut-être à demain. Au revoir, fidèle navet. Je vais continuer à
à faire mon travail de serre numérique. Bonne nuit, au revoir. Et c'est un petit châtaignier que j'ai planté il y a 4 ou 5 ans dans la forêt. Ça y est, il pousse. Je sais pas combien il y en a en tout, mais il y en a en tout cas 3, parce qu'il y en a un autre ici. Il y en a un autre ici et il y en a un autre plus loin que j'ai vu. Donc voilà, ils ont poussé. J'espère qu'ils seront assez nombreux. Ah, regardez, il y a des petites trompettes de la mort, je crois, là. Hein, Sirius, ils sont plus vieux que toi, les châtaigniers, hein? Plus vieux que toi.